Parmi les entreprises en défaillance, il peut se trouver des pépites exceptionnelles qui, une fois dépassée une crise passagère de liquidité, peuvent offrir à leurs actionnaires des rentabilités très élevées. Dans un article récent du Journal of Financial Economics, Conrad, Kapadia et Ching publient une étude sur les performances boursières de titres qu'ils qualifient de jackpot pour les investisseurs, ceux dont la rentabilité annuelle est supérieure à 100%. Il relie ces épisodes aux événements de défaillance pour deux raisons. D'une part, dans les deux cas, on observe des rentabilités boursières anormales négatives, qui font figure d'anomalie. D'autre part, les variations de cours sont souvent extrêmes et font que les risques sont mal appréciés par les mesures traditionnelles de volatilité et de bêta. Le fait que les entreprises les plus exposées à la défaillance génèrent des rentabilités boursières anormales négatives est bien documenté dans la littérature et repris récemment par Campbell, Hilscher et Szilagyi. Ces rentabilités négatives sont paradoxales à un moment où les risques de défaillance sont élevés et pèsent sur les cours. Elles sont source d'une surévaluation qui reste inexpliquée. Pour expliquer cette espérance négative de rentabilité, Conrad, Kapadia et Ching recourent à la finance comportementale, et plus particulièrement au modèle récent de Barberis et Wang, qui montre que des investisseurs munis de fonctions d'utilité particulières valorisent fortement, à l'image de joueurs, les perspectives de gains rares mais très élevés, et peuvent rationnellement accepter une espérance négative. Ils ont ainsi une préférence pour l'asymétrie positive des taux de rentabilité. Pour mieux comprendre le lien établi entre les deux phénomènes de défaillance et de jackpot, les auteurs suggèrent de se reporter à la représentation des fonds propres vue par Merton. Du fait de leur responsabilité limitée, les actionnaires détiennent une sorte de call sur les actifs totaux de l'entreprise. Selon le graphe traditionnel de la valeur du call, la fonction de valorisation est très convexe. La probabilité de perdre sa mise est très élevée, surtout pour un call en dehors de la monnaie, ce qui est le cas pour une firme en difficulté. Mais les possibilités de gains extrêmes existent aussi du fait de l'énorme effet de levier. Nous avons ici une illustration de la présence conjointe d'une probabilité élevée de défaillance et d'une probabilité non négligeable de jackpot. Pour étudier simultanément les deux phénomènes, Conrad, Kapadia et Ching vont estimer sur un très large échantillon à la fois des probabilités de défaillance et des probabilités de survenance de jackpot. Pour les premières, ils recourent à un modèle de prédiction récent et particulièrement performant, celui de Campbell, Hilscher et Szilagyi, qui combine à la fois des variables comptables et des variables de marché. En s'inspirant de la méthodologie développée par Campbell, Hilscher et Szilagyi, les auteurs élaborent leur propre modèle d'estimation d'une probabilité de jackpot. Pour ce faire, ils définissent l'événement jackpot comme une variation de plus de 100% du cours boursier. Les variables explicatives retenues sont boursières pour les unes, rentabilité passée, volatilité, asymétrie des taux de rendement, et comptables pour d'autres, croissance des ventes, actifs corporels par rapport au total des actifs, et enfin l'âge de la firme. La structure des deux modèles de prévision est absolument identique. Les probabilités sont ici estimées à l'aide d'une fonction logistique. Sa forme est exponentielle de L divisé par 1 plus exponentielle de grand L. La variable grand L est une moyenne pondérée des indicateurs retenus.
L'estimation des coefficients associés est effectuée à l'aide d'une régression de type logite. L'échantillon de départ de Conrad, Kapadia et Tsing contient toutes les sociétés américaines cotées entre 1972 et 2009, aussi bien sur le NYSE, l'American Stock Exchange et le Nasdaq. Les données boursières proviennent de la base CESP et les données comptables de la base Compustat. Pour estimer les modèles de prédiction de défaillance ou de jackpot, les auteurs prennent en compte les 20 dernières années qui précèdent l'année d'étude. Ainsi, pour l'année 1972, ils utilisent les données disponibles entre 1952 et 1971. Les tests de performance boursière nécessitent le recours à des mesures particulières. Les auteurs en ont privilégié 4. La rentabilité en excès du taux sans risque, qui tient compte des variations sur la longue période des niveaux de taux. Le coefficient alpha de Jensen, qui corrige pour le seul risque de marché. Celui de Fama French, qui tient compte en plus des facteurs taille et book to market. Et enfin celui de Carhart, qui incorpore l'effet momentum. Des portefeuilles sont constitués chaque année par déciles de probabilité de jackpot. Les 4 mesures de performance montrent qu'en moyenne sur la période, les portefeuilles aux probabilités les plus faibles de jackpot ont des rentabilités anormales voisines de 0. En revanche, pour le décile supérieur, là où la probabilité de jackpot est la plus élevée, le rendement anormal moyen est significativement négatif et de l'ordre de moins 1%. Ces mesures de rentabilité sont corrigées pour 3 d'entre elles du facteur de risque de marché. Par ailleurs, pour ces portefeuilles extrêmes, les bêtas restent voisins de 1. Cette performance est à mettre en regard de 2 autres mesures de risque. La volatilité totale, qui est beaucoup plus élevée, et la symétrie, qui est fortement positive pour le décile supérieur. Comme le suggèrent Barberis et Wang, il y aurait donc une préférence de certains investisseurs pour cet effet jackpot à travers l'asymétrie mesurée. L'étude des coefficients moyens pour les facteurs book to market, taille et momentum montre que les sociétés aux probabilités de jackpot les plus élevées sont aussi celles qui ont la taille la plus petite, qui manifestent le moins de potentiel de croissance à travers la progression du chiffre d'affaires ou le ratio market to book. Et en plus, ont affiché au cours d'un passé récent de très mauvaises performances boursières. Des alphas mensuels de l'ordre de moins 1% sont économiquement très significatifs puisqu'ils correspondent à des rentabilités annuelles de plus de 12%. La finance comportementale suggère que c'est le prix à payer pour profiter d'une asymétrie positive appréciée par des investisseurs individuels. Mais ces derniers ne sont pas seuls sur le marché. Des arbitragistes professionnels opèrent et peuvent vendre à découvert ces titres qu'ils trouvent surévalués et réaliser ainsi des gains d'arbitrage. À l'équilibre, sur un marché efficient, les alphas devraient disparaître et tendre vers 0. En réalité, ce rendement anormal négatif, cet alpha négatif lié au jackpot, apparaît concentré au sein d'un sous-groupe de titres qui sont d'ailleurs les moins susceptibles d'être arbitrés. Il s'agit pour l'essentiel de sociétés de petite taille et de sociétés où l'actionnariat contient peu d'investisseurs institutionnels. Parce que l'arbitrage y serait trop onéreux, les alphas négatives peuvent perdurer. Conrad, Kapadia et Tsing regardent ensuite le lien
entre la probabilité de défaillance et la probabilité de jackpot pour voir si ces deux probabilités se confondent. Les sociétés aux probabilités de défaillance les plus élevées sont celles aussi qui ont les probabilités moyennes de jackpot, qu'il s'agisse de prévision ou de fréquence de réalisation, les plus grandes. Ce lien entre les deux phénomènes est mesuré également par un coefficient de corrélation de Spearman qui, dans le cas de cette étude, est de l'ordre de 0,42. Comme les deux événements apparaissent liés, Conrad, Kapadia et Ching s'attachent à éclairer leur relation en étudiant les effets jackpot au sein d'une population homogène par rapport au risque de défaillance. Ils montrent ainsi que le coefficient alpha négatif n'est pas lié à la seule présence d'un risque élevé de défaillance. Il est plutôt induit par un effet jackpot probable quand la société est en croissance ou que la symétrie des rendements est fortement positive. Enfin, les auteurs s'attachent à mettre en évidence l'impact moyen de ces deux variables, défaillance et jackpot, dans l'explication des rentabilités moyennes des actions. Reprenant la méthodologie de Fama et Macbeth, ils montrent sans surprise l'impact de la taille, du ratio book-to-market et du momentum. La volatilité du titre n'a pas de grand pouvoir explicatif. En revanche, la défaillance et le jackpot ont des effets négatifs très significatifs. En conclusion, l'anticipation d'un possible effet jackpot apparaît appréciée des investisseurs, ou du moins des investisseurs individuels. Elle se traduit par une distribution fortement asymétrique des rendements attendus. Cette propriété peut conduire des investisseurs à fonction d'utilité particulière à accepter en contrepartie des rendements espérés négatifs. C'est ce que suggère un courant de la finance comportementale. Cet effet permet de comprendre un autre résultat empirique, à savoir que la rentabilité espérée est négative pour les titres les plus exposés au risque de défaillance. En effet, dans cette population se trouvent de nombreux cas à fort jackpot attendu. Il s'agit d'entreprises traversant des difficultés, mais à fort potentiel de croissance. Ce sont elles qui concentrent le plus d'alpha négatif. La persistance de ces effets et leur résistance à l'arbitrage trouvent son explication dans une présence concentrée au sein de petites entreprises délaissées par les institutionnels. Enfin, ces deux effets peuvent durablement affecter les rentabilités attendues. Ils sont négatifs et lorsque l'un est introduit, il n'est pas chassé complètement par l'autre. Même s'ils sont liés, ils ont en partie des contenus complémentaires.